On va voir maintenant la notion de distance d'édition qui va être très utile pour, comme un pré-traitement de base sur des mots afin de calculer des distances entre les mots puis entre autres trouver les mots les plus proches et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on va travailler avec des corpus, ça peut arriver qu'il va y avoir des erreurs typographiques ou des coquilles, des typos. Ça peut arriver si le texte, en fait, n'a pas été écrit par un professionnel. C'est sûr que quand on a des articles qui viennent du New York Times, il y a moins de chances qu'on ait des coquilles. Mais si c'est un texte écrit par une personne dont la fonction principale, c'est pas normalement d'écrire des articles, peu importe, ça se peut qu'il y ait des erreurs typographiques. Aussi, il va en avoir souvent si on numérise des livres, par exemple, ou encore pire, si on fait de la reconnaissance de caractères écrits par une personne. Ça se peut que le processus de numériser ces documents-là introduise des erreurs. Donc là, ça se pourrait que les corpus avec lesquels on aurait à travailler auraient des coquilles. Donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir une certaine notion de comment est-ce qu'on peut corriger ces erreurs-là automatiquement avant de commencer à appliquer nos modèles. Une façon simple, puis parfois parfois c'est un peu trop simple pour corriger vraiment des coquilles, puis il y a des méthodes un peu plus avancées qui sont trop discutées dans le livre. Mais une façon de base, pas trop compliquée, puis qui marche pas si mal, c'est de commencer pour chaque mot à vérifier est-ce que le mot se trouve dans un dictionnaire auquel on aurait accès, parce que c'est un mot qui existe. Puis s'il n'est pas présent, à ce moment-là, je vais remplacer ce mot-là par celui qui est le plus proche. Puis là, il faut la notion de, c'est quoi, ça me prend une notion de proximité, finalement, entre les mots. C'est pas parfait parce que ça se pourrait qu'en fait, l'erreur, la coquille, donne un mot qui existe. C'est juste pas le bon mot. C'est un peu par hasard que cette erreur typographique-là a donné un mot qui est juste pas approprié pour le contexte. Mais lorsqu'on parle d'une erreur typographique qui vraiment donne un mot qui n'a aucun sens, qui n'en est pas un, ça, c'est une approche assez simple qui peut être utilisée. Mais à ce moment-là, ça nous prend à quelque part une façon de mesurer la distance entre les mots pour déterminer c'est quoi les mots qui sont les plus proches. Alors, la distance d'édition, c'est la distance qui est le plus souvent utilisée pour des distances entre des mots. En fait, c'est une distance qui est généralement applicable à n'importe quelle paire de séquences pour des mots, donc ça va être des séquences de caractères. Alors, on peut l'appliquer dans ce cas-ci. La distance d'édition, sa définition va dépendre de c'est quoi les opérations qu'on va permettre pour faire le lien entre deux séquences. C'est quoi le genre d'édition qu'on va pouvoir faire sur les deux séquences pour les lier ensemble. Donc, normalement, on en permet 3, les insertions, les suppressions, les substitutions. Okay. Donc, on a un exemple ici. Donc, imaginons qu'on ait le mot intention, qu'on veut comparer avec le mot execution. Dans ce cas-ci, donc, normalement, on distingue le mot source du mot cible. Dans ce cas-ci, intention serait le mot source, puis on essaierait de se rapprocher du mot cible qui serait exécution. Et là, ce qu'on voit ici, c'est un alignement où ce que ça illustre visuellement, c'est que le I a été enlevé, d'où le D pour deletion. Donc, il y a une suppression de, de cette lettre-là ici. La lettre N a été substituée par la lettre E, d'où le S. T par X. E a été gardé, donc substitué par lui-même, mais ça ne coûte rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de S ici. Ensuite de ça, entre E et N, on va ajouter un C, une insertion. N est remplacé par U, puis finalement, toutes les autres sont gardées. Donc ça, c'est visuellement comme de cette façon-là, souvent qu'on va illustrer l'édition qu'il y a eu entre deux chaînes de caractères. Donc on va associer un poids à chaque opération. La distance de Levenshtein, normalement, on associe un poids de 1 à ce moment-là à toutes les opérations. Puis il en existe d'autres. En fait, c'est des degrés de liberté qu'on contrôle souvent puis qu'on a parfois à manipuler dans le contexte de notre application. Puis, en fait, la distance, ça va être quoi? Ça va être la somme des poids des opérations que j'ai appliquées. Donc, je vais faire la somme du poids associé à faire une suppression, une substitution, plus une autre, plus une insertion et une substitution. La somme des poids de ces 5 opérations-là, ça va être la distance entre ces deux mots-là ici. Alors, comment est-ce qu'on calcule la distance d'édition?
En fait, donc, la distance d'édition, ça va être la distance, ça va être le coût de la série d'opérations qui a le coût le plus petit pour me rendre de la source vers la cible. Okay? Parce qu'on pourrait imaginer une série d'éditions qui me permet bel et bien de faire le lien, mais peut-être que ce n'est pas le plus petit nombre d'éditions avec le plus petit coût. Donc là, ce qu'on doit faire pour trouver cette distance-là, c'est pas seulement trouver une série d'opérations qui fonctionnent, il faut trouver celle qui est associée au coût, la somme des poids, la plus petite. Donc, la façon dont on va faire ça, c'est qu'on va utiliser un programme dynamique. On va définir ce que j'appelle ici distance IJ. C'est la distance entre les sous-chaînes des I premiers caractères de la cible, la target, et des J premiers caractères de la source. C'est ce que distance IJ correspond. Et à ce moment-là, on peut la définir de façon récursive. Et ça va nous permettre à ce moment-là de dériver un algorithme de programmation dynamique. Donc, peut-être écrire le mot, imaginons que donc la source, on avait dit que c'était intention. Puis la cible, c'était execution. Donc, la distance d'édition IJ, en fait, on va pouvoir la formuler comme 3 choix. Donc, imaginons que, je ne sais pas moi, donc I, c'est l'indice pour la cible. La cible, j'avais dit que c'était ici, donc peut-être que mon I est rendu ici. Puis J, c'est dans la source. Donc, peut-être que mon J est ici. Okay. Donc, distance IJ, ça va être la distance d'édition entre cette sous-chaîne-là et cette sous-chaîne-là. À ce moment-ci, c'est quoi les 3 dernières opérations que je pourrais faire? Ce que je pourrais faire, c'est insérer le IM caractère de la cible, ici. Donc ça pourrait être la dernière opération qui me permettrait de faire une correspondance entre ces 2 sous-chaînes-là. Donc dans ce cas-ci, j'insérerais U. Donc là, c'est noté comme target I. Okay, ici, on suppose que c'est indicé à partir de 1. Target 1, c'est le premier caractère, target 2, et ainsi de suite. Donc, une autre façon de le voir, c'est que pour chaque caractère, on a un premier caractère qui est un caractère vide, qui serait indicé à 0. Puis à ce moment-là, si j'ai décidé que j'allais insérer le U ici, à ce moment-là, le reste de la distance, ça va être le coût d'avoir inséré ça et la distance d'édition entre I-1 et J. I-1 et J. Parce que cette opération-là ne change pas, c'est quoi? La distance minimale pour la sous-chaîne I-1 et J. De la même façon, on pourrait à la place insérer à la fin J, ça pourrait être la dernière chose qu'on fait, pardon, enlever le JM caractère de la source pour avoir ma correspondance. Puis si c'est le cas, à ce moment-là, ça va être le coût de faire cette suppression-là et la distance d'édition entre les I premiers caractères de la cible, les J-1 premier caractère de la source. Puis l'autre opération que je pourrais faire à la toute fin, c'est en fait de substituer le IM caractère de la cible par le JM caractère de la source. Donc les derniers caractères dans ma sous-chaîne des I premiers caractères dans la cible, puis les J premiers caractères de la source. Puis là, à ce moment-là, il me resterait juste à ajouter la distance d'édition pour le reste, c'est-à-dire les I-1 premier caractère de la cible, les J-1 premier caractère de la source. Okay? Donc ça, c'est les 3 options, ce qui fait que la distance IJ, dans le fond, ça va être le minimum entre ces 3 choix-là. C'est lequel de ces cas-là qui me donne la distance d'édition qui est la plus petite. Donc ça, c'est une définition récursive de ma distance d'édition. Et pour résoudre cette récursion-là, parce qu'on voit que c'est récursif, distance ici est réutilisée ici, ici, ici. À ce moment-là, on va le faire avec un programme dynamique, c'est-à-dire qu'on va commencer par des chaînes plus petites. On va initialiser un tableau qui va être indicé par I puis par J. Puis à ce moment-là, on va parcourir le tableau pour les valeurs de IJ dans le bon ordre, de façon à ce que je puisse toujours utiliser ce que j'ai calculé précédemment ici. Donc on insère les résultats dans un tableau, par ordre de précédence défini par cette récursion-là ici. Ça va me donner mon algorithme. Donc on a le pseudocode ici. Je commence par initialiser, créer mon tableau.
Je vais mettre la case 0, 0, qui est essentiellement la distance d'édition entre la chaîne vide et la chaîne vide. Ça va être 0. Ensuite de ça, je vais initialiser chaque élément I0. Donc là, dans ce cas-ci, ça correspond à quoi? Ça correspond à un alignement de la cible avec la chaîne vide. À ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter séquentiellement chacun des caractères dans la chaîne vide. À l'inverse, si les distances 0J, ça va être l'alignement des J premiers caractères de la source avec la chaîne vide en cible. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Supprimer les caractères qui se trouvent dans la source. Puis finalement, c'est là où le gros du travail est. Je vais itérer sur les colonnes puis les rangées. Puis, je vais faire ce calcul-là de la distance d'édition en utilisant mes valeurs initiales que j'ai mis ici. Puis, au fur et à mesure que ça avance, j'utilise donc toutes les valeurs que j'ai insérées précédemment. Donc, en exploitant ma récursion qu'on a vu tantôt. Puis, à la fin, la distance d'édition, c'est l'élément à la position NM, où N, c'était la longueur de la cible, puis M, la longueur de la source. Donc, ça correspond bel et bien à la distance d'édition entre les N premiers caractères de la cible, donc tous les caractères de la cible, et les M premiers caractères de la source, donc tous les caractères de la source. C'est important de marquer aussi que le coût des opérations va dépendre des caractères auxquels on apporte, pour lesquels on fait cette opération-là. Par exemple, si on fait une insertion du caractère à la position I dans la chaîne cible, en fait, ça va être obtenu en appelant une fonction qui va nous donner pour ce caractère à insérer, c'est quoi le coût de l'insertion. Souvent, on utilise un coût constant qui ne varie pas, mais on permet de façon générale d'avoir des coûts qui varient en fonction du caractère. On remarque aussi que la substitution va dépendre des deux caractères auxquels on applique la substitution. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, le jm caractère serait changé par le im caractère. Puis, de façon générale, si le jm caractère est substitué par le im caractère et que ces deux caractères-là sont les mêmes, le coût va être de 0. Donc, même si je vais parler de substitution, dans le cas où c'est le même caractère, c'est l'équivalent de rien faire, finalement, de garder le caractère à cet endroit-là, ce qui fait que ce cas-là ici, dans la minimisation, elle couvre non seulement les substitutions lorsque les caractères ne sont pas les mêmes, mais peut couvrir aussi le cas où finalement on ne fait aucun changement. C'est-à-dire qu'une autre façon de le voir, c'est qu'on substitue ce caractère-là par le même caractère, puis le coût associé, normalement, on va définir notre fonction de substitution comme retournant 0 lorsque les deux arguments, les deux caractères sont les mêmes. Donc, on a un exemple ici. Je suis l'illustration qui est utilisée dans le livre, où, je trouve ça un peu, pas super intuitif, là, mais pour eux, la cible, ils la mettent au niveau des colonnes. Donc, chaque caractère différent ici, chaque colonne différente, c'est un caractère différent de la cible, une position différente dans la cible. Moi, j'aurais plutôt fait l'inverse. Puis la source va être plutôt sur cet axe-là ici. Et donc, qu'est-ce que l'algorithme fait? Il initialise à 0. Ensuite de ça, on initialise toutes ces valeurs-là ici, puis celle-là ici, la rangée ici. Puis ensuite de ça, on se promène. On pourrait se promener, faire cette rangée-là, puis cette rangée-là, puis cette rangée-là. On commencerait comme ça ici, dans cet ordre-là. Comme ça, comme ça. Ou on pourrait faire l'inverse aussi. On pourrait y aller comme ça, comme ça, comme ça. Ça fonctionnerait aussi. Puis à la toute fin, ce qu'on retourne, c'est l'élément dans le coin. C'est ça la distance d'édition. Donc, il ne reste plus qu'à définir qu'est-ce qu'on prend comme poids pour l'insertion, la suppression, puis la substitution. Ça va dépendre de l'application. Je donne un exemple ici. Si on parle de caractères qui ont été entrés avec un clavier, la substitution, ça pourrait être lié à la distance entre les touches sur un clavier, par exemple. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on ait fait une substitution de deux caractères qui sont proches. On veut moins pénaliser ça parce qu'on s'y attend plus que deux caractères qui sont très loin sur le clavier. D'autres contextes où la source des données est différente pourrait faire qu'on veuille une substitution qui est définie différemment. Et pour les insertions, les suppressions, souvent un poids constant là, est utilisé. Mais en fait, de façon générale, trouver une bonne pondération dans le contexte d'une application, par exemple pour faire de la correction orthographique,
c'est possible qu'on ait à faire de l'essai-erreur jusqu'à ce qu'on atteigne des bons résultats. Donc, il ne faut pas supposer qu'il y a une valeur par défaut qui fonctionne toujours bien.